Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire La face cachée des leaders. Je vous présente Marie-Victoire Chopin, docteur en psychopathologie, qui a le plaisir de nous faire partager son expérience, sa compétence. Je me présente, je suis Valentine Brégé, je suis directrice juridique et RH au cabinet Technologia. Je remplace Jean-Claude Delgen, qui est le fondateur, président et qui s'excuse de son absence et qui me fait l'honneur de le remplacer. Donc, je tiens à lui rendre un grand hommage aujourd'hui en lui faisant passer toutes nos amitiés. Donc, je vais laisser très rapidement la parole à Marie-Victoire qui va vous parler donc de la face cachée des leaders dans le monde du travail. Voilà, Marie-Victoire, à toi. Merci Valentine, bonjour et bienvenue dans ce webinaire consacré à la personnalité des leaders. Eh bien, la figure des leaders a toujours fasciné, a toujours suscité un énorme intérêt, de Jules César à la reine Elisabeth II. Vous voyez à quel point on décortique maintenant sa personnalité, donc depuis son décès la semaine dernière. Cette fascination s'explique peut-être par le fait que le leadership soit considéré comme un élément fondamental de la conduite du changement. Le leader, c'est qui? C'est celui qui guide, c'est celui qui obtient un résultat sur la conduite des autres, c'est celui qui est en avant des autres. Donc, c'est quelqu'un qui communique ses vues, ses idées et qui génère un changement significatif dans le comportement des autres, en étant en général en position haute. Donc, c'est une métaphore du pouvoir par le haut. Alors, on considère que le leader est un être rationnel. Il se doit d'être irréprochable parce qu'il a la vue de tous et on ne lui pardonne rien parce qu'il porte d'énormes responsabilités. Il engage la responsabilité. Et les enjeux pour l'entreprise qui choisit ses leaders pour la transformation, pour la conduite de changement, sont énormes. D'où cette quête indéfinie de traits, styles, comportements distinctifs de leaders. Traits qui sont bien sûr liés à la personnalité et par lesquels on essaye de prédire les comportements et de choisir en fait le meilleur. Mais l'objectif, il reste toujours le même, c'est de revenir un peu à cette dimension humaine, d'humaniser cette image de leader et de démontrer à quel point certains modèles de personnalité qui existent aujourd'hui peuvent être réducteurs et aussi montrer en fait que les imperfections individuelles peuvent ouvrir des portes à de grands changements. Voilà une petite préambule. Donc, comme vous avez compris, l'entreprise, c'est un milieu où il y a une forte exigence de rationalité. Bien sûr, ça se comprend parce que quand on a la responsabilité de grandes décisions, on est généralement préparé à réfléchir et à agir de façon rationnelle. Mais détrompez-vous, le cerveau humain, c'est un véritable nid d'erreurs potentielles et personne ne peut éviter d'être influencé par les facteurs externes, des facteurs stressants, des situations éprouvantes ou internes, des patterns de comportement, des expériences passées apprises, donc qui échappent à notre conscience. Excusez-moi, je suis allée trop vite. Donc, pour justement s'inscrire dans le chemin de cette rationalité, on élabore des outils. On élabore des outils qui nous assurent un management parfait. Donc, au fil des dernières décennies, des outils, des systèmes de performance sont apparus, se sont accumulés. Et ça va nourrir finalement le fantasme d'une possibilité du management parfait qui est bâti sur l'application de meilleures pratiques, meilleures mesures, absolument rationnelles. Mais en réalité, un leader et un bon manager, est-ce qu'il peut être bon en n'étant que raison, que rationalité? L'être humain a besoin de se rassurer. L'entreprise, d'autant plus, parce que l'entreprise représente un collectif, parce que l'engagement est important. Donc, pour parer à toute éventualité, on va se lancer dans la recherche des outils qui vont être très rationnels, qui vont représenter la rationalité pure,
avec une efficacité presque mathématique. Donc, on va penser dans un premier temps à des méthodologies de planification, de pilotage qui se veulent complètes et très complexes. Ou encore, on va penser aux techniques de profiling RH, donc qui se veulent prédictifs. Mais on va voir ça, leur efficacité n'est pas toujours au rendez-vous. En plus, nos attentes se révèlent souvent paradoxales. En fait, ce sont les paradoxes de l'inconscient collectif. Il y a de nombreuses études qui sont sorties et qui avaient pour but d'explorer les attentes des personnes face aux leaders. Donc, une étude Globe qui est très connue, qui date de 2004, constate par exemple une préférence envers un leadership transformationnel plutôt qu'envers un leadership transactionnel. Donc, on relève des qualités comme l'intégrité, le charisme, la vision, le talent de communication et la compassion à côté d'une prise de risque qui sont importants pour le leader. Mais il existe également d'autres études où les mots qui sont associés au terme leader sont la force, la rationalité, l'indépendance, voire la pensée linéaire et une certaine agressivité pour être compétitif. Donc, ces attentes, effectivement, peuvent paraître paradoxales. Cette rationalité, elle va ramener la question de la confiance qu'on fait à l'humain. Certes, les études qu'on vient de citer, dont l'étude Globe, démontrent l'intérêt envers la complexité de la personnalité humaine, mais les modèles et les outils vont standardiser les profils, vont les appauvrir. Les actions doivent être prévisibles et les messages doivent être uniformes. Donc, en fait, le message auquel on s'attend, c'est « Ne vous inquiétez pas, c'est pensé pour vous, on a un fort besoin de prédire ». Donc, on va passer en revue quelques modèles de personnalité, modèles prédictifs qui sont largement utilisés dans les processus RH et dans les processus d'accompagnement. Un des modèles les plus connus, c'est le modèle dit MBTI, donc, qui identifie 16 types de personnalités, qui est très utilisé en management, en recrutement et gestion des relations interpersonnelles. Et l'objectif donc de ce modèle, c'est de déterminer la fonction dominante et la fonction auxiliaire chez le sujet suivant 4 axes: orientation de l'énergie, recueil d'informations, prise de décision et mode d'action. Dans ces 4 axes, il y aura systématiquement 2 polarités: extraversion, introversion pour l'orientation de l'énergie, sensation versus intuition pour le recueil d'informations, pensée versus sentiment dans la prise de décision, et là, encore une fois, on tombe sur cette attente de rationalité, et finalement, le jugement et la perception pour le mode d'action. Schématiquement, on peut diviser les 16 types de personnalités de ce modèle en 4 grands types. Pour faciliter la présentation, nous nous sommes permis de mettre des petites étiquettes sur ces profils. Bien sûr, le modèle original est plus explicite, plus complexe. Mais vous verrez globalement que donc il y a ces typologies. La première étant les analystes, donc avec l'architecte, un penseur imaginatif et stratège, un logicien, donc ce sont des inventeurs qui ont la soif d'apprendre, des commandants qui ont un fort caractère et qui s'affirment comme des leaders hardis, et des innovateurs qui sont des penseurs curieux et plutôt originaux. Ensuite, donc, la deuxième typologie, ce sont les diplomates. Parmi les diplomates, on trouve des avocats, ce sont des idéalistes calmes et inspirants, des médiateurs qui sont très altruistes et qui se battent pour une bonne cause, des protagonistes qui ont un certain charisme et des inspirateurs qui se démarquent par un esprit libre et leur enthousiasme.
Les sentinelles, troisième typologie, donc avec les logisticiens, ce sont des personnalités plutôt pragmatiques qui privilégient avant tout l'objectivité. Les défenseurs, ce sont des protecteurs dévoués, des chefs d'orchestre qui sont d'excellents gestionnaires et des consuls qui se démarquent par leur personnalité attentionnée. Finalement, la quatrième typologie, ce sont les explorateurs, où on compte les virtuoses, donc des expérimentateurs, des aventuriers. Ce sont des personnalités plutôt charmantes et artistiques, des entrepreneurs énergiques et perspicaces, et des amuseurs qui sont spontanés et enthousiastes. Vous avez vu dans cette petite présentation que je vous ai mis quelques petits exemples de personnalités. Et il est beaucoup plus facile de citer des exemples qui sont tirés de la littérature ou du cinéma, par exemple, parce que ces personnages ont vraiment des traits saillants et des traits auxiliaires très facilement identifiés. Mais qu'en est-il des personnes qui sont des vraies personnes, des personnes vivantes? Peut-on réellement coller ces étiquettes par exemple à Steve Jobs ou à Elon Musk, dont les personnalités sont beaucoup plus complexes. Donc, ce modèle MBTI a été objet de nombreuses critiques, notamment pour une faible validité des tests, ainsi qu'une faible fiabilité en mode test-retest. Ça veut dire qu'une personne qui passe le test une première fois n'obtient pas forcément le même résultat lorsqu'il passe ce test la prochaine fois. Ce modèle ne prend pas du tout en compte le comportement des personnes en conditions de stress, qui va activer d'autres modèles, d'autres patterns dominants. Et une autre critique qui peut être formulée, c'est sa non-exhaustivité et une mesure de catégories qui ne sont pas spécialement indépendantes. Donc, actuellement, dans le monde scientifique, il y a une préférence envers le modèle des Big Five, ou dit modèle océan. Donc, océan qui représente des lettres, des paramètres qui composent ce modèle. O pour ouverture, C pour conscienciosité, E pour extraversion, A pour agréabilité et N pour neuroticisme. Donc, chaque personne va être évaluée en fonction de ces 5 critères, donc en fonction de sa sensibilité émotionnelle, son autodiscipline et respect d'obligations, son énergie, sa capacité d'être coopératif et sa vulnérabilité. Et ensuite, un pourcentage va être établi. Il existe de nombreuses variantes du modèle MBTI, donc plus simplifiées, qui distinguent un nombre moindre de personnalités, mais qui vont s'appuyer sur les critères d'analyse finalement très similaires, donc introversion, extroversion, focus, créativité, contrôle, aspect collaboratif, etc., etc. Donc, toujours cette même opposition que nous avons vue auparavant. Si les modèles d'analyse de personnalité ne sont pas satisfaisants pour plusieurs critères, quel paradigme choisir, en fait? Alors, nous avons dit tout à l'heure que les leaders se doivent d'être très rationnels. Donc, ils doivent en fait démontrer la meilleure manière d'imiter les motivations conscientes, les comportements et les choix des modèles et des rôles. Et le leadership, c'est véritablement une obsession globale. Mais ce qu'on oublie, en fait, et ce qui émerge quand on fait un peu confiance à l'humain, c'est justement ce côté irrationnel du leader et ses failles psychologiques sur le plan individuel et familial qui vont conditionner la construction des modèles de réussite. Donc, en fait, c'est le conflit psychique, paradoxalement, qui va contribuer d'une manière significative au succès. Donc, on va faire attention dans un modèle intégratif aux expériences précoces, aux interactions familiales, amicales, sociales qui vont influencer les comportements ultérieurs, dont les leaders vont gérer les contretemps, les échecs et la douleur, comme tout le monde. Donc l'idée, c'est que l'homo economicus, si je peux me permettre ce néologisme, va dominer Homo sapiens. En réalité, cette idée ne tient pas la route, parce que l'individu n'existe pas dans une bulle. L'individu fait toujours partie d'une multitude de systèmes et se trouve en constante interaction avec leurs éléments.
De plus, lorsqu'on va interpréter le comportement, cette interprétation va se compliquer par de différentes stratégies d'adaptation, dites mécanismes de défense, par des résonances émotionnelles dans lesquelles on va rentrer. Les psychanalystes, dans ce cas, vont parler du transfert. Ça va également se compliquer par le fait que la majeure partie de la motivation humaine échappe quand même à notre conscience. Et notre comportement actuel va être le produit des patterns comportementaux qui ont été assimilés auparavant. Donc, il y a une véritable répétition des scénarios auxquels on assiste. Donc, il faut vraiment renoncer à l'idée que ce que nous observons ici et maintenant est évident et n'exige aucune preuve. Vous avez compris, il est nécessaire de construire un modèle intégratif, un modèle qui va s'inspirer de différentes approches qui existent aujourd'hui en psychologie et qui sont scientifiquement validées. Et de plus, ce paradigme intégratif permettra de comprendre les motivations de base, les patterns comportementaux de l'individu qui va générer des valeurs, des convictions, des objectifs différents. Et dans l'ensemble, on va donc aboutir à identifier des organisations personnelles spécifiques. Un des paramètres qu'il est indispensable d'intégrer dans ce modèle intégratif, ce modèle plus large, est bien sûr l'intelligence émotionnelle, dont parle déjà Daniel Goldman en 1988. Il est tout à fait conscient du fait que les qualités qui relèvent de l'intelligence émotionnelle peuvent paraître trop douces pour le monde de l'entreprise, pour le business, mais selon lui, il existe des liens directs entre l'intelligence émotionnelle et la performance exceptionnelle. Aujourd'hui, il n'existe plus de doute que la réussite soit associée à un haut degré d'intelligence émotionnelle qui va comprendre la conscience de soi, l'autorégulation, la motivation, l'empathie, la communication et le savoir-être. Toujours est-il que plus le modèle est complexe, plus on va se demander si la capacité d'identifier des leaders relève d'une science ou d'un art. Harvard Business School propose une petite grille de composantes de quotient émotionnel ou de l'intelligence émotionnelle qui sont très importantes pour le domaine du travail. La première composante, c'est la conscience de soi. La conscience de soi traduit avant tout la capacité de reconnaître, de comprendre ses humeurs, ses émotions, ses leviers de motivation et leurs effets sur les autres. En pratique, ça favorise une confiance en soi, une capacité d'évaluer d'une façon réaliste ses propres capacités et avoir un certain sens d'autodérision et de modestie. La deuxième composante, c'est l'autorégulation qui permet justement de contrôler ou de canaliser les impulsions et les sauts d'humeur auxquels on peut tous être soumis, notamment dans des conditions de stress. Donc, c'est la capacité de penser avant d'agir. Cette composante va inspirer de la confiance aux collaborateurs, ça va répondre également de l'intégrité de leader, de sa tolérance aux situations ambiguës et de son ouverture au changement. La troisième composante, c'est la motivation, donc, qui permet de travailler avec passion et pour d'autres raisons que l'argent et le statut. La motivation va répondre également de la capacité de poursuivre ses objectifs avec l'énergie, la persévérance. Et donc, en pratique, dans le travail, ça va se traduire par une forte motivation pour réussir, par le sens d'optimisme, même en cas d'échec, et le sens d'engagement à l'égard de l'entreprise. La quatrième composante, l'empathie. C'est pas grave. Merci. Donc l'empathie, c'est un terme que vous connaissez tous. Donc c'est être capable de comprendre les états émotionnels des autres. Et donc c'est de savoir aussi d'aborder et accompagner les personnes en fonction de leurs états émotionnels. L'empathie est nécessaire pour développer justement une posture expert dans l'accompagnement et la fidélisation des talents, pour développer aussi une sensibilité, une ouverture transculturelle, ainsi qu'un sens de service aux clients et aux consommateurs.
Finalement, la dernière composante, c'est le savoir-être. Cette composante fait référence aux compétences dans la gestion des relations interpersonnelles, la construction du réseau, à la capacité de trouver des points communs, de construire une relation solide. Donc, le savoir-être est nécessaire pour être efficace dans la conduite de changement, pour pouvoir persuader et entraîner les équipes et pour se montrer efficace dans la création et l'animation des équipes, des collectifs humains. Parler du quotient émotionnel, de l'intelligence émotionnelle serait impossible sans mentionner l'attachement. L'attachement serait probablement un terme inhabituel dans le référentiel de la psychologie de travail, RH, parce que c'est un terme qui fait appel à la psychologie du développement. Donc, on va voyager très, très tôt, au tout début. Alors, en réalité, les recherches ont permis de constater que la qualité des premiers liens et de l'attachement émotionnel va être cruciale pour développer l'intelligence émotionnelle et des compétences sociales de l'individu. Donc, ces tout premiers liens qui sont tissés vont déterminer la façon dont on va se comporter avec les autres tout au long de notre vie, y compris dans la sphère personnelle. Et ces premiers liens, finalement, vont déterminer la réussite ou l'échec des relations interpersonnelles, la capacité à maintenir un équilibre émotionnel, la capacité à prendre du plaisir, à être soi-même, à être avec les autres et partager ce plaisir avec les autres, et finalement la capacité à rebondir après une déception et repartir. Alors, lorsqu'on parle de l'attachement, il y a donc deux grandes typologies, l'attachement sécure et l'attachement insécure. C'est assez intuitif. Qu'est-ce que c'est l'attachement sécure dans le monde du travail? Eh bien, c'est un savoir-être qui va permettre de construire des relations de confiance, de motiver et d'accompagner les équipes, voire sortir soi-même et de faire sortir les autres de la zone de confort pour relever des défis, des transformations, des challenges. Donc, un attachement sécure va permettre de gérer le stress, de s'adapter aux émotions. Donc, c'est l'empathie, c'est à l'empathie qu'on fait appel ici. Cela va permettre également de trouver un langage commun, verbal ou non verbal, de s'engager mutuellement, de se montrer indulgent et de donner du sens, surtout, à l'expérience pour en tirer une satisfaction. Donc, un manager qui possède un attachement sécure, donc des liens solides, sécure, est tout à fait capable d'établir une relation de confiance et d'assurer un management de proximité avec les équipes pour garantir la stabilité et l'engagement des salariés. Donc, puis, comme vous avez deviné, il y a donc l'attachement insécure. L'attachement insécure peut être subdivisé en 4 grands styles: un style évitant, un style ambivalent, un style désorganisé et un style réactif. Donc, comment ça va se traduire dans le domaine du travail ou plus généralement dans les relations interpersonnelles? Eh bien, quelqu'un qui a un style d'attachement évitant va se montrer indisponible, va être plutôt rejetant et éviter des émotions, voire se montrer critique et rigide. Quelqu'un qui est plutôt ambivalent peut se montrer intrusif, incohérent, anxieux, avoir une tendance au micromanagement et peut présenter parfois des parcours plutôt erratiques et imprévisibles. Donc quelqu'un qui a un attachement désorganisé va plutôt ignorer les besoins des autres, dans la mesure où il a du mal à reconnaître ses propres besoins, va se montrer insensible, chaotique, voire abusif et méfiant. Finalement, les personnes réactives vont être dans l'impossibilité d'établir des relations interpersonnelles positives, vont être plutôt dans la victimisation et la plainte, voire émotionnellement détachées. Donc, l'intelligence émotionnelle et les types, les styles d'attachement vont aussi déterminer les styles de leadership. Donc, il y a une grande variété de styles de leadership. Donc, il y a des styles introvertis analytiques, il y a ceux qui se montrent extravertis et bruyants. Ce qu'il faut se dire que pour une diversité des situations, il faut une diversité de styles. Donc, la fusion des entreprises nécessite par exemple un négociateur qui va être sensible aux commandes. Et un redressement va demander une personnalité plutôt forte, voire autoritaire.
globalement, on distingue quatre grands styles managériaux, donc, qui peuvent être tout à fait complémentaires et qui peuvent se retrouver chez une seule et même personne, et donc qui ont ses plus, ses avantages et ses inconvénients. Ainsi, un style directif, donc son avantage, c'est la capacité de programmer, de planifier et de surveiller les process, mais en même temps, il laisse très peu de place à l'initiative et très peu de dialogue. Le style persuasif a pour mérite d'argumenter, d'influencer, donc, et d'être aussi à l'écoute, mais il laisse toujours peu d'espace à l'autonomie et peut être charismatique, donc entraîner les équipes parfois dans des directions un peu trompeuses. Le style délégatif, donc, se démarque par la confiance qu'il inspire, par l'autonomie qui est attribuée donc aux collaborateurs, par le sens d'initiative, mais de l'autre côté, on peut constater un contrôle insuffisant et un manque de proximité. Finalement, le style participatif se démarque par une coopération entre les collaborateurs, le sens d'implication, le partage, mais cela peut prendre énormément de temps et ce style est assez difficile, problématique, par exemple en période de crise. Donc, nous avons passé en revue les paramètres qui doivent être intégrés dans l'analyse de la personnalité des leaders. Et finalement, ce que nous sommes en train de découvrir ici, c'est un véritable théâtre interne, forcément complexe, et peut-on vraiment parler du théâtre sans un script, sans un scénario? Donc, les scripts, ce sont des process qui vont déterminer nos actions. Ils sont construits à partir des schémas mentaux et grâce aux interactions du système motivationnel. Le système motivationnel s'appuie sur l'attachement et l'affiliation et sur l'exploration et l'affirmation de soi. L'attachement et l'affiliation vont être responsables de l'engagement, du plaisir et du sens d'appartenance, et l'exploration et l'affirmation de soi vont participer à l'apprentissage, à la confiance en soi, à l'initiative et à la créativité. Donc, ces systèmes motivationnels sont soit renforcés, soit affaiblis en réaction à des patterns de réponse qui sont innés ou appris, à l'impact développemental des objets signifiants qui nous sont entourés dans les premières années de notre vie, et à la capacité à reproduire les états émotionnels positifs que nous avons déjà vécus. Donc, on fait appel à la mémoire, aux représentations qui sont stockées dans la mémoire. Donc, finalement, ce sont des forces très rationnelles qui vont fonder des comportements qui paraissent irrationnels. Sur la scène de notre théâtre interne, on verra des conflits relationnels essentiels. Nous sommes tous logés à la même enseigne et finalement, nos désirs inconscients sont universels. Nous voulons tous être aimés, compris, remarqués, éviter le conflit, préserver notre indépendance, aider, se sentir utile, voire heurter. Et nous allons emporter ces désirs inconscients au travail, que nous allons projeter sur nos collègues et sur notre hiérarchie, et nous allons réagir en retour à leur réaction. Nous avons tous connu des leaders qui évitent le conflit, des leaders tyranniques, obsessionnels, qui préfèrent le micromanagement, qui sont inaccessibles aux joueurs. Tout ça, effectivement, ça fait référence au conflit relationnel sous-jacent. Donc, le style dominant du leader va dériver de ce conflit relationnel essentiel. Les difficultés vont commencer à partir du moment où la personne qui occupe un poste clé est incapable de reconnaître ses propres patterns comportementaux répétitifs et dysfonctionnels. C'est-à-dire qu'elle n'est pas suffisamment honnête avec elle-même et elle est incapable de prendre conscience de ces mécanismes. Donc, dans ce cas, l'accompagnement, la prise de conscience de ces conflits permet justement de réagir pour réécrire les scénarios, pour que le théâtre interne ne piège pas les personnes. Alors, donc... Je me suis trompée, non? Non, c'est... Est-ce que tu peux remonter juste un tout petit peu? Voilà, ici, c'est parfait. Donc, voilà. Donc,
Tout cela étant dit, je vais vous démontrer quelques styles de leadership qui relèvent plus de la pathologie, donc qui peuvent effectivement se révéler toxiques pour l'entreprise et pour les collaborateurs. Il y a différents types de personnalités, donc je vous ai proposé ici quelques-unes. La personnalité narcissique, la personnalité dramatique, personnalité contrôlante, détachée, abrasive, paranoïaque, antisociale, et finalement l'image du patron maniaque. On va commencer par la personnalité narcissique. Donc, ce sont des personnes qui se retrouvent assez souvent au pouvoir parce que justement, du pouvoir, ils en ont besoin. Ils ont cette soif de statut social, de prestige, de glamour. Ils sont capables de manipuler les autres et d'établir des relations rapides mais éphémères parce que très peu investies. Le pouvoir et le statut social sont plus importants que l'engagement sérieux à l'égard de la performance et des objectifs d'une entreprise. C'est là, en fait, où réside le danger pour les collaborateurs et pour l'entreprise. Ceci étant dit, il faut quand même prendre quelques précautions parce qu'il existe un véritable continuum du narcissisme. Donc, on part quand même de l'estime de soi saine, on a besoin d'une saine dose du narcissisme, vers l'égoïsme pathologique, ce qui est tout à fait différent. Donc, on peut s'amuser à distinguer deux types de narcissiques, un constructif et un réactif. Donc, la personnalité narcissique constructive va se démarquer par une estime de soi plutôt solide, par une capacité d'introspection, par la créativité et sens de responsabilité. Cela peut être des leaders réformateurs et charismatiques, mais qui vont manquer de chaleur et de considération pour des situations individuelles. En revanche, les personnalités narcissiques dites réactives vont se démarquer par un développement perturbé et des frustrations inappropriées dans leur histoire, donc avec des patterns relationnels avec les personnes signifiantes plutôt distantes ou au contraire hyper admiratives. Ce sont des personnes qui ont une estime de soi et une identité instable, qui ont des troubles du registre affectif, un mépris des règles sociales et le sentiment d'insécurité interne qui vont être contrebalancés par le sentiment de l'importance et de grandeur, le besoin de revanche. Donc ces besoins-là vont pousser ces personnes à prendre des décisions parfois délétères pour les collectifs. En plus, il y a une véritable distorsion de la réalité pour gérer son propre stress, l'anxiété et la frustration. Donc les exemples qu'on peut citer ici, c'est Bernard Madoff, encore une fois, ou Jean-Marie Messier. Alors, la question qui se pose, quand on décrit les personnalités pathologiques, effectivement, on peut être effrayé par la profondeur abyssale, on va dire par la gravité pathologique. Mais pourquoi, en fait, ces leaders sont-ils suivis? Il y a une explication à cela. Donc, c'est une question de résonance dans laquelle on se met, donc des patterns transférentiels. Il y a d'abord le phénomène de mirroring, donc de reflet dans le miroir. Il s'agit d'une société d'admiration réciproque où les collaborateurs vont utiliser leur propre leader pour refléter ce qu'ils veulent voir. Et les leaders ne résistent pas à cette admiration et entreprennent des actions qui vont servir à maintenir leur image plutôt qu'à profiter à l'entreprise. Puis, il y a aussi le processus de l'idéalisation. C'est une illusion pour combattre l'impuissance, l'identification d'une figure forte, ce qui constitue un dopage énorme émotionnel pour les personnes narcissiques qui ont beaucoup de mal à s'en passer. Quelles sont les solutions pour ces personnes? Donc, au niveau de l'entreprise, on peut penser à redistribuer le pouvoir décisionnel d'une manière plus corporative, de créer aussi une structure de filtrage contre un fonceur irraisonnable, donc un leadership qui va suivre plutôt le modèle check and balances. On peut appuyer sur la formation des RH, donc dans la sélection, l'évaluation et la formation des dirigeants, et on peut également responsabiliser les collaborateurs. Au niveau individuel, il y a la possibilité de pratiquer le counseling et l'accompagnement, mais c'est toujours difficile car ces personnalités croient ne pas avoir besoin d'aide
et ils sont persuadés de pouvoir résoudre leurs problèmes tout seuls. En plus, ils sont très sensibles aux feedbacks négatifs et aux critiques. Les personnalités dramatiques, donc, ce sont les personnalités qui occupent, fort heureusement, rarement les positions de leader, en tout cas seuls. Ils se démarquent par un pattern omniprésent d'affect excessif et de recherche d'attention, un besoin désespéré d'être au centre de l'attention. Si vous avez vu le film House of Gucci, c'est le personnage de Paolo Gucci, joué par Jared Leto, donc qui est assez caricatural, mais qui reflète assez bien cette personnalité. Donc, ce sont des personnes très perméables aux désirs et aux humeurs des autres, qui peuvent être séducteurs, plutôt incapables de se concentrer sur les événements, sur les tâches. Ils sont constamment à la recherche de soutien, de réassurance, qui peut être assez difficile à porter, sensibles aux critiques et aux désapprobations, mais qui peuvent se montrer très créatives, bien qu'ils ne tolèrent pas la frustration, l'attente et la déception. Les personnalités dramatiques en entreprise peuvent développer un sens d'observation pour plaire aux autres. Donc, ils remarquent des éléments qui peuvent être importants dans la vie de l'équipe, mais ils se perçoivent souvent comme petits, peureux et défaillants. Les plus pour l'entreprise, c'est avant tout la capacité de reconnaître l'autorité, l'engagement et l'enthousiasme dont font preuve ces personnes, ainsi que leur relationnel plutôt facile. L'ambition, la créativité, bien sûr, mais les points négatifs, c'est le manque de précision, de compétences, d'assiduité et de minutie. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont plutôt rares comme leaders et les domaines où on les retrouve, c'est l'art, le marketing et la politique. La personnalité contrôlante se démarque par des traits comme la rigidité, le côté moralisateur, une tendance à l'autodénigrement. Ils sont tendus, plutôt frustres ou irritables, moroses. Ils sont très mal à l'aise avec leurs émotions. Ils ont peur de faire une erreur et se perdent facilement dans les détails. Alors, pour se protéger des affects, ils développent une intellectualisation de tous les processus. Ils se montrent parfois excessivement polis. On parle de la formation réactionnelle. Et comme toujours, il y a des points forts et des points faibles. Des points forts, c'est bien sûr des standards hauts, des principes moraux et une activité qui est orientée vers un but, ainsi qu'une prudence qui peuvent être bien utiles. Les défauts, c'est le côté bureaucratique, c'est un manque de créativité et de tolérance et une incapacité de finaliser un projet à cause du perfectionnisme. Comme exemple, je vous ai mis ici Gustav Krupp, donc, le fondateur de l'entreprise du même nom. Alors, la personnalité détachée, quels sont ses traits caractéristiques? Bon, c'est des personnes, comme son nom l'indique, ce sont des personnes qui ont tendance plutôt à se montrer aliénées des autres et de soi-même, comme à côté. Ce sont des personnes isolées, émotionnellement absentes, peu démonstratives, voire passives et ennuyeuses. Pour gérer les affects, ces personnes se réfugient souvent dans la rêverie. Donc, ils évitent les réponses directes à travers la rumination, le discours décousu, l'intellectualisation excessive. Dans leur histoire, on retrouve des relations précoces qui sont caractérisées par une mise à distance émotionnelle et le rejet, voire par des personnes signifiantes. Donc, on pense encore une fois à ce style d'attachement évitant. Ils se rencontrent rarement à l'état pur dans l'entreprise et fonctionnent plutôt en tandem avec une personne qui a une capacité de persuader, de rassembler, de gérer une équipe. En revanche, ce sont des personnes qui peuvent se montrer très créatives et sont dotées d'imagination. Donc, on pense au personnage de Coppola, Harry Cole. La personnalité abrasive, donc vous avez vu, on descend de plus en plus dans des fonctionnements inadaptés, voire pathologiques. Donc ici, les traits
Ils vont paraître assez violents. Hein. C'est des personnes qui sont plutôt opiniâtres, autoritaires, énergiques, rigides, perfectionnistes. Ils peuvent se montrer dominants et sévères et soumises à des crises de colère. Donc, dans le monde politique, on trouve des exemples. On peut penser à la personnalité d'Himmler ou encore à la personnalité d'Anne de Loppe. Donc, ce sont des enfants qui ont été étiquetés comme mauvais dans leur histoire et ont été cibles d'agressivité parentale ou d'agressivité des pères à laquelle ils s'adaptent par la violence, en fait, par des attitudes provocatrices et belliqueuses. Ils ont des points forts, c'est le désir de gagner, l'obsession pour le pouvoir, la domination, la possibilité de commander et se focaliser sur le résultat, mais les difficultés sont le manque de capacité à créer des réseaux et de construire des alliances, l'impulsivité et le caractère imprévisible. Ce sont des personnalités également qui peuvent se trouver dans des processus de harcèlement. Les personnalités paranoïaques, qui sont assez connues, se démarquent par une hypersensitivité, une réticence à faire confiance aux autres, leur côté colérique et irascible, autosuffisant et moralisateur. Ce sont des personnes tendues et ont beaucoup de mal à se détendre, ils manquent d'humour, ils sont rancuniers et parfois ils sont capables de vous faire un ouragan dans un verre d'eau. Dans leur histoire, on retrouve des personnes signifiantes intrusives, contrôlantes à l'égard de l'enfant à l'aide de la honte, de l'humiliation. Et l'expérience qui émerge de ces histoires, c'est souvent celle d'avoir été espionné, dévalorisé et rabaissé. Donc, ces histoires souvent très dures qui ont conditionné le développement de l'hypervigilance, de la difficulté d'avoir un espace psychique propre, personnel. Et ce sont des personnes qui développent des fantasmes de grandeur et des persécutions, justement pour se dédommager de ce sentiment d'impuissance. Leur point fort, c'est, quand on a une dose saine de méfiance, ça peut être utile. On peut se montrer vigilant, rigoureux, voire charismatique. Les points faibles, c'est bien sûr la vulnérabilité à la vraie paranoïa, surtout dans une position de leader, qui doit gérer le danger évident et le danger caché, ainsi que le concurrent. Et donc, ces leaders peuvent effectivement prendre l'imaginer, le cacher pour le vrai et se tromper de stratégie. Ils peuvent se montrer également très résistants au changement. Bon, les grands clichés, les hommes politiques, Staline, Pol Pot, voilà. Alors, la personnalité antisociale, c'est une personnalité qui se démarque par son impulsivité et son imprudence. Ce sont des personnalités autocentrées et indépendantes, mais leur trait distinctif, c'est l'absence d'empathie parce qu'ils sont inconscients des sentiments des autres et de ses propres sentiments. Ils recherchent le pouvoir et la domination, peuvent se montrer agressifs et violents, mais surtout malhonnêtes et amoraux. Donc, ils transgressent facilement les codes sociaux et les lois. Ils ont des points forts, ce sont leurs capacités intellectuelles qui sont souvent supérieures à la normale. Ils intègrent facilement le monde des affaires grâce à leur côté manipulateur, leur capacité à imiter les relations normales. Et ils tournent donc facilement la situation à leur avantage. Les points faibles, et on peut dire que ce sont des personnes qui sont daltoniennes dans la question de la morale. Ils ont peu de responsabilités et aucun remords. Donc, vous pouvez facilement imaginer quels dégâts ça peut générer pour une entreprise. Finalement, on va poser la question d'un patron maniaque. Donc, il faut bien distinguer une personnalité hyperthymique d'une véritable maladie bipolaire qui peut être sous-jacente et qui peut se manifester dans certains contextes, notamment dans une situation stressante et engageante. Donc, quels sont les traits d'un patron dit maniaque? Donc, ce sont des personnes qui sont véritablement addictes au moment d'euphorie, parce qu'ils vont intensifier chaque expérience et vont donner l'illusion que tout est possible, tout est facile.
Ce sont des personnes qui s'engagent facilement dans des comportements à risque, qui vont engager des investissements imprudents par optimisme excessif tout simplement, voire par des idées de grandeur. Ils se démarquent par une productivité, une énergie très élevée. Ce sont des personnes expansives, flamboyantes, qui bossent énormément, qui dorment très peu. Donc, ce sont des traits effectivement qui peuvent déjà alerter. Ce sont des personnes qui ont des vies privées plutôt déséquilibrées et donc qui ont des difficultés à maintenir des relations stables ainsi que des limites entre la vie privée et la vie professionnelle. Ils peuvent vivre des épisodes dépressifs graves et ils ont besoin d'un collaborateur qui va plutôt modérer les idées, qui va les aider à atterrir. Mais ce sont des personnes qui sont capables de positiver et qui peuvent être très inspirantes, surtout lors de leur phase up. Donc, comme j'ai dit, les managers hyper actifs, entre guillemets, donc hypertimiques, dorment très peu, cultivent une quantité de contacts et d'activités, ils sont partout, sur beaucoup de projets. Donc, ils ont ce cerveau effectivement débridé d'idées. Et ce sont des individus qui peuvent se griller facilement, qui peuvent facilement se trouver en burn-out, voire décompensés. Comme exemple, je vous ai mis Winston Churchill, plutôt inattendu, donc qui a dans son historique familial, sur cette génération, la maladie bipolaire. Finalement, un dernier profil, le syndrome d'imposteur. Ce sont des personnes plutôt anxieuses et qui peuvent être drôlement toxiques pour l'entreprise. Donc, comme exemple, j'ai cité ici Maurizio Gucci du même film House of Gucci, donc, qui effectivement rêvait d'être avocat et qui devient PDG d'une entreprise familiale sous pression de son épouse. Quels sont les traits des imposteurs ? Ils ont toujours l'impression de jouer un rôle. Ils ont un self public et un self privé, donc un moi, en fait, une personnalité qu'ils montrent en public et un moi qui cache. Ils attribuent facilement des succès aux causes externes ou au hasard, donc ils minimisent leurs acquis et leurs accomplissements. Et c'est une véritable névrose, en fait, qu'ils développent, avec cette anxiété, cette profonde souffrance quant à leur place dans la vie en général et dans l'entreprise en particulier, avec une faible estime de soi et une image de soi négative. Ce sont des personnes conformistes, hypersensibles au regard des autres, très dépendants même du regard des autres, et ils sont incapables d'introjecter leur expérience positive, de se rassurer à travers toutes les expériences positives et les réussites qu'ils ont pu vivre. Donc, ils s'arrangent souvent aussi d'une manière ou d'une autre pour se mettre en difficulté, voire dans une impasse. Et en fait, ça prend forme d'une prophétie autoréalisatrice où la culpabilité et le châtiment sont des conséquences inévitables du succès. On répondra à la fin. Après, d'accord. Alors, on a plutôt de la compassion quand on lit les profils d'imposteurs, effectivement, parce que c'est des personnes qui sont dans une grande souffrance, mais effectivement, ces personnalités peuvent être toutefois toxiques pour l'entreprise. Je vais juste me permettre de revenir sur la slide précédente. En quoi ? Parce que ce sont des personnes impatientes. Ils peuvent se montrer très durs et intolérants à l'égard des collaborateurs. Ils vont avoir peur de se fier à son intuition et à son jugement, donc prendre des décisions parfois désastreuses pour l'entreprise, attendre l'approbation des autres et se montrer susceptibles. Voilà donc pour la présentation de ces profils, et c'est là où je laisse la parole à ma collègue Valentine Brégier qui va parler un tout petit peu de la prévention. Alors, effectivement, et ça rejoint un petit peu, on va répondre aux questions aussi à la fin de la présentation. Donc, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. À la rigueur, on vous répondra même par mail si on n'a pas le temps d'y répondre aujourd'hui. En tout cas, merci Marie-Victoire pour ta présentation. Donc, effectivement, devant cette belle présentation d'un spectacle qu'est l'entreprise, puisqu'on a fait des références au théâtre,
C'est assez passionnant hein, quand on t'écoute. Et bien évidemment, les questions, c'est quelle est la solution si je reconnais finalement un leader dans l'entreprise qui a une personnalité que l'on pourrait qualifier à la fois même de dangereuse hein, dans certaines situations dans le monde du travail. Comment on arrive à être dans la solution. Alors, bien évidemment, il y a un intérêt dans l'accompagnement. Le cabinet Technologia propose aux représentants du personnel et aux comités socio-économiques, qui sont les représentants du personnel de l'entreprise, des expertises en matière de risques graves. Et il est vrai que dans un premier temps, trouver une solution, c'est se faire accompagner par des spécialistes comme Marie-Victoire qui travaille chez Technologia et qui nous accompagne dans ces démarches de prévention. Et cette prévention, cette démarche, elle commence par évaluer, par identifier véritablement les problématiques et bien évaluer pour finalement se préparer à un espace solution. Alors, Technologia, lui, il identifie des problématiques par rapport à une méthodologie, mais l'important, c'est finalement de mettre en place un plan d'action pour identifier les problèmes. Donc, par exemple, on peut citer, comme vous le voyez, l'anxiété, les problématiques de dépression, la complexification des rapports humains, tout simplement. Il faut déjouer les fausses connexions. Il faut construire aussi un environnement qui retrouve du sens dans l'encouragement, dans le mode d'anticiper les situations difficiles, comme l'a très bien dit Marie-Victoire aussi dans la présentation de l'intelligence émotionnelle. Il faut être dans le bien-être, dans l'anticipation des situations, dans l'empathie. Et effectivement, dans des projets ou des situations qui peuvent être dramatiques, complexes, à la fois pour les membres de l'entreprise et pour les acteurs de l'entreprise, eh bien la solution, c'est redonner du sens au travail, redonner de l'humain aux décisions, et ça passe par l'accompagnement de spécialistes dans une méthodologie pluridisciplinaire. Donc c'est vrai que déjà la solution, si on se retrouve dans ce genre de situation qui peut, on l'a vu, emporter un risque grave tout simplement pour la santé et la sécurité des salariés, c'est de faire recours à des spécialistes. L'avantage d'un expert, c'est qu'il propose une équipe pluridisciplinaire, qui propose des entretiens, des observations de sites, qui propose un diagnostic, mais surtout un plan d'action pour avoir une lueur d'espoir, un plan d'action qui vraiment va redonner des possibilités de solutions, tout simplement pour accompagner véritablement tous les acteurs de l'entreprise, à la fois les personnalités peut-être déviantes, dangereuses, complexes, comme on a pu le voir, parce que comme l'a dit Marie-Victoire, il faut, à mon sens, appuyer sur les points forts. Bien évidemment, quand on parle de personnalités comme Pol Pot, Staline, j'ai un petit peu souri, c'est vrai que c'est voilà, un tableau qui est très sombre, mais il faut quand même garder en tête que Technologia et les experts qui accompagnent les organisations syndicales et les comités socio-économiques sont là justement pour trouver un espace solution avec l'aide des salariés en leur redonnant la parole, avec l'aide des représentants du personnel pour remettre du sens, pour remettre un cadre sain et retrouver le bien-être. Alors, il nous reste quelques minutes, parce que c'était passionnant en tout cas, hein, Marie-Victoire, je tiens à te le dire. On va peut-être prendre quelques questions s'il y en a eu. Et je vois que vous en avez eu. Alors, je vous rassure, on peut tout à fait se procurer la présentation et réécouter la présentation de Marie-Victoire en replay. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes arrivé en retard, à cliquer sur le replay et à poser vos questions si vous en avez. Alors, on en a une pour l'instant. Comment les collaborateurs peuvent-ils se protéger des leaders ? Alors, peut-être dans la question un peu pratico-pratique, sur le terrain, si on rencontre effectivement, hein, ça nous est tous venu à l'esprit quand tu parlais, si j'identifie finalement un manager de proximité, puisque sans parler des leaders, des grands leaders d'entreprise, mais si je me retrouve dans une situation où je suis confrontée à une personnalité difficile, comme tu l'as décrit, si finalement je retrouve des traits de caractère de mon manager, quelle est la solution pratique qu'on peut
qu'on peut donner. Alors, je vais me permettre de faire un petit préambule là-dessus. La solution pratique, c'est déjà de se faire accompagner peut-être par les acteurs de la prévention, les représentants du personnel, mais également le médecin du travail, l'inspecteur du travail, tous ces acteurs qui font de la prévention dans l'entreprise, vos experts. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner également de juristes. Il faut se faire conseiller, il faut se faire accompagner, il faut surtout verbaliser ces problèmes auprès des acteurs de prévention. Mais Marie-Victoire, si tu as des solutions pratico-pratiques à donner aux salariés qui nous écoutent, je ne sais pas. Alors, je pense que le conseil pratico-pratique, c'est de se faire accompagner, de se faire conseiller, ainsi que remonter la situation. Ne pas rester renfermé, isolé dans une difficulté qui peut être délétère pour votre santé finalement, pour votre santé mentale, pour votre santé physique. Puis, la problématique, elle est systémique finalement. Tout va dépendre de comment l'entreprise se saisit de cette politique. En fait, tout va reposer sur la direction des ressources humaines, les élus, les représentants du personnel, les acteurs de prévention, la médecine du travail par exemple, et de la qualité de leur formation. Bien sûr, l'idéal, c'est d'agir en amont. En amont, c'est-à-dire dans les processus de détection de talent, de sélection, de nomination, d'accompagnement des managers et dans une évaluation systématique de leur activité lors des entretiens annuels. Ensuite, pour ce faire, il est indispensable de former. Il est indispensable de former les DRH, il est indispensable de former les élus, les sensibiliser à ces problématiques, ces typologies de personnalité et réfléchir à une mise en place dans la prévention, encore une fois, primaire, des circuits, encore une fois, de signalement, des circuits d'accompagnement, de prise en charge. Donc, effectivement, il vaut mieux prévenir que guérir. Technologia, d'ailleurs, propose des formations de grande qualité à destination des représentants du personnel, mais également des DRH et des managers qui peuvent effectivement cibler la problématique des personnalités, le recrutement, le leadership. Et donc, c'est ça, effectivement, qui peut être très utile et qui peut armer, dans le sens direct du terme, voilà, tous les acteurs. Une fois on est dedans, on va être dans le tertiaire, effectivement. Donc, adressez-vous à la médecine de travail, aux psychologues de travail, appuyez-vous sur les élus, encore une fois, dans ce circuit de signalement des pratiques que vous trouvez délétères ou néfastes, et ne restez surtout pas isolé avec cette problématique. Alors, je vais me permettre de faire du coup une petite actualité juridique. Ça vous donnera des billes pour la rentrée, pour briller, d'être à jour de la loi à la rentrée. Alors, je fais référence bien évidemment à ce qui existe déjà. C'est le référent harcèlement dans l'entreprise. N'oubliez pas qu'il peut y avoir des référents harcèlement moral, sexuel dans votre entreprise. Que les représentants du personnel, le médecin du travail, l'inspection du travail sont affichés également dans votre entreprise. Il y a également des systèmes d'enquête avec le CSE qui peuvent être déclenchés, mais également des systèmes d'alerte. Et petite nouveauté, donc aujourd'hui, le référent harcèlement doit être formé. Tu parlais des formations, donc la loi a prévu aujourd'hui une formation pour les référents qui jouent ce rôle, le référent notamment harcèlement moral et sexuel. Mais également, la nouveauté, c'est de créer un registre de signalement aussi des situations dans le cadre des harcèlements. Toujours pourquoi? Pour améliorer votre système d'alerte dans l'entreprise. Donc, il y a bien évidemment la prévention primaire qui est de la sensibilisation, de l'affichage, tout simplement de l'information. La formation secondaire, effectivement, former nos managers, former les salariés à la prévention du harcèlement, à la prévention des situations difficiles et comment y réagir. Et puis, la prévention tertiaire, le système d'alerte dans l'entreprise, où là, effectivement, tous les acteurs de l'entreprise dans la prévention doivent être activés. Et on voit bien que la loi santé-travail d'août 2021, qui est applicable depuis avril 2022, a renforcé les dispositions, notamment sur le document unique d'évaluation des risques professionnels, pour lui donner plus de force juridique, pour lui donner plus de sens opérationnel, mais également les situations en matière de harcèlement, de violence en entreprise, mais également de violence envers les femmes, d'égalité pro, pour vraiment accentuer sur les qualités
de vie et des conditions de travail dans l'entreprise. Et bien sûr, Technologia est là pour vous accompagner à la fois dans le cadre d'expertise, à la fois dans le cadre des alertes de votre entreprise, à la fois dans les cadres de situations de harcèlement, car comme tu l'as très bien souligné, souvent une situation individuelle en réalité se résout par le collectif. C'est pour ça que c'est intéressant. On dépersonnalise la situation, on ne met pas en lumière quelqu'un qui est déjà en souffrance et on propose un plan d'action qui est collectif pour inscrire ce plan d'action dans le marbre et pour que la situation ne se répète plus, pour supprimer tout risque grave dans l'entreprise et véritablement travailler dans le bien-être et dans l'amélioration continue, si je puis dire. Donc, ça touche à sa fin, ce webinaire touche à sa fin. En tout cas, je te remercie très sincèrement, Marie-Victoire. C'était très passionnant. C'était vraiment... moi, j'ai bu tes paroles. J'ai oublié de tourner les slides, donc je m'en excuse aussi. Merci, Valentine, de ton aide logistique et surtout de ton appui juridique. Je pense que tu as apporté justement des précisions de grande valeur à nos participants. C'est gentil. Et puis, on resalue également le président fondateur, Jean-Claude Delgène, qui n'a pas pu être présent parmi vous, mais qui, bien évidemment, vous présente ses plus sincères excuses, mais vous salue et vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. N'hésitez pas à nous contacter, à télécharger et à le revisionner. À très bientôt et posez-nous vos questions dans le chat. Nous y répondrons avec grand plaisir. Bonne journée à tous. Au revoir.